Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une guerre et on va la gagner. Vous vous souvenez peut-être de ces mots de Bruno Retailleau contre le narcotrafic en novembre dernier. L'ancien ministre de l'Intérieur était déterminé à mettre les réseaux à terre et son successeur est tout aussi optimiste. Le trafic de drogue n'est pas une fatalité, a déclaré hier Laurent Nunez, assurant même qu'il recule. Cependant, la guerre est loin d'être remportée, William Molinier, car en réalité, les trafiquants s'adaptent et se réinventent. Le trafic de drogue s'est fortement numérisé. D'un côté, le nombre de points de deal a considérablement baissé. Selon les informations d'Europe 1, il en était recensé 4000 en 2020 sur le territoire, 2600 en fin d'année dernière, soit 35% de moins. Mais d'un autre côté, depuis la crise Covid, les plateformes en ligne ont explosé. Les messageries cryptées, couplées à des stratégies marketing puissantes, permettent aux dealers de vendre en toute discrétion. Les transactions sont moins présentes au pied des cités grâce à la livraison à domicile, à l'envoi de colis postaux et au règlement par crypto-monnaie. Enfin, les lieux de stockage de la drogue se sont diversifiés pour ne pas attirer l'attention. Les nourrices s'installent en périphérie des centres urbains, dans les zones pavillonnaires, moins denses, parfois même dans les campagnes. Le trafic n'a donc pas structurellement baissé. Pour preuve, aucune tension n'est observée sur la disponibilité des produits et les prix, notamment de la cocaïne, sont plutôt à la baisse, signe que les stocks sont pleins malgré la hausse réelle des saisies par les services répressifs. William Molinier, dans le Rhône, plus de 200 opérations judiciaires et contrôles ciblés hier. Le nouveau préfet revendique un signal fort envoyé aux narcotrafiquants. À Lyon et dans sa banlieue, 1 millier de policiers et gendarmes déployés, 93 interpellations, des opérations XXL qui vont se poursuivre aujourd'hui. Vous vous souvenez sûrement de ces mots de Gabriel Attal lors de sa déclaration de politique générale après sa nomination comme Premier ministre. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. C'était le 30 janvier 2024, des mots forts et des applaudissements qui s'illustrent aujourd'hui à Ory-la-Ville, dans l'Oise. Le mois dernier, une poignée d'adolescents de la commune a dégradé un parc municipal. Et comme un père de famille, le maire leur a imposé un choix, être dénoncé à la police avec un parcours judiciaire ou simplement nettoyer les rues de la ville pour une leçon de civisme. Reportage Mathis Lang. 2 tables de pique-nique dans un petit bout de forêt. Le mois dernier, les services de la ville retrouvent cet endroit sans dessus-dessous. J'étais à peu près une dizaine. Ils ont décidé de faire une fête, quoi. Jean Chartier est adjoint au cadre de vie. Ils ont allumé un barbecue. Ils ont dégradé un peu les installations. Il y avait des déchets partout. Oui, il y avait des déchets. C'était vraiment très sale. La bande est identifiée. Pour lui éviter la casse police, le maire l'invite à nettoyer les rues du bourg, ce qu'elle accepte. Un dimanche matin, ils sont venus une demi-journée nettoyer, désherber les abords de l'église et la place du monument aux morts. Ça leur a servi de leçon. Une démarche pédagogique que saluent les habitants. Moi, je trouve ça parfait. À l'image de Nelly sous son parapluie. Ils crassent, ils jettent tout ce qu'ils ont dans les mains. C'est des papiers, c'est des canettes. T'as cassé, t'as fait ci, t'as fait ça. Tu nettoies. Luc, lui, pense que la méthode est même plus efficace que le passage devant un juge. Je pense qu'ils ont un peu honte. Avant que le jugement soit rendu, il va y avoir un temps. Et là, c'est direct. C'est comme le mandat de dépôt, un peu. Et l'habitant l'a constaté, avec cette intransigeance du maire, il y a moins d'incivilité. Les espaces publics sont désormais bien plus propres. Ory-la-Ville, Mathis Lang, Europe. Alors qu'en pensez-vous ? Est-ce que, comme à Ory-la-Ville, vous pensez qu'il faut obliger les auteurs de dégradation à réparer leurs dégâts ? Les petites choses, comme on vient de le voir, c'est la question du jour. Sur le site et l'appli Europe 1 ce matin, vous votez en un clic. L'État débordé par la hausse continue de l'immigration. C'est le titre à la une ce matin du Figaro. Le quotidien révèle des chiffres records. Les étrangers en situation légale représentent désormais 8,1% de la population adulte. Les clandestins, eux, sont estimés à 1 million d'individus. Selon l'étude de l'INED, l'Institut national des démographies, qui doit être publiée demain, 41% de la population est liée à l'immigration par ascendant ou par conjoint. Et on en reparlera dans la revue de presse d'Olivier Delagarde tout à l'heure à 9h moins le quart. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Le débat sur le projet de loi d'urgence agricole se poursuit aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les sujets sensibles ne manquent pas. Pesticides, poulaillers géants, mais aussi méga-bassines, des systèmes de stockage décriés par les associations écologistes, mais qui pourraient sauver des exploitations entières. Illustration dans les Pyrénées-Orientales, département le plus sec de France, où le correspondant d'Europe 1, Charles Lhuillier, a rencontré un agriculteur dans la tourmente. Reportage.
J'ai 35 hectares. Il y a 2 ans, j'ai perdu 90% de mon verger à cause du manque d'eau. Dans le verger de Philippe Meïda, les cerisiers et les abricotiers sont en souffrance, car en partie alimentés par un fleuve qui, lui aussi, est malade. Sur le fleuve, des fois, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que là, les pluies vont s'arrêter à partir de mi-juin pour revenir au moins après le 15 août. Un lieu de stockage pour l'eau ici serait donc tout indiqué, mais rien n'est simple. Il y a un projet, c'est une espèce de lac sur la rive du fleuve. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait les moyens de le faire. Ce qui est inquiétant, c'est que ce qui se faisait à une époque sans moyens, aujourd'hui avec des moyens mécaniques énormes, on n'est pas capable d'en faire un dixième. Notamment à cause de ces nombreuses réunions publiques dans le collimateur de l'actuel projet de loi. Les enquêtes publiques sont là pour dire ah non, on peut pas, il y a un lézard qui va se noyer si on stocke de l'eau ici, notamment les associations qui vont défendre ces lézards. Et moi, à choisir, je préfère sauver la vie d'un humain que d'un animal. Et là, si on retombe avec une période de sécheresse, mon exploitation, elle est terminée. Le stockage de l'eau est donc ici plus qu'ailleurs un enjeu de survie pour les agriculteurs dans un département où les niveaux pluviométriques n'iront pas en s'arrangeant. Le Boulou, Charles Duvillier, Europe. Charles Laloncle saisit la justice contre le président de l'Arcom. Oui, Martin Adjari. Il avait été auditionné durant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Charles Laloncle l'accuse d'avoir étouffé des agressions sexuelles survenues en 2009 alors qu'il était à la direction de France Télévisions, Maï-Hélène Trémollet. Il y a bientôt 20 ans, une employée de France Télévisions assiste au cours d'un tournage à des gestes déplacés, des faits de harcèlement et d'agression sexuelle envers plusieurs personnes présentes dans le public de l'émission. Rapidement, cette assistante de production remonte les faits à sa hiérarchie et tombe des nues. Après un rappel à l'ordre, ces contrats ne sont pas renouvelés. Pire, un protocole d'accord incluant une clause de confidentialité est signé contre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une négociation menée, selon Charles Laloncle, par Martin Adjari, ancien secrétaire général du groupe et actuel patron de l'Arcom. Au lendemain d'une commission d'enquête qui aura ciblé les dysfonctionnements de France Télévisions, le député UDR dénonce, je cite, « de l'argent public utilisé pour faire taire une personne dont le discours gêne ». Le rapporteur de la commission, pour qui le scandale est toujours d'actualité, même 17 ans plus tard, puisque les personnes dénoncées travaillent encore aujourd'hui au sein des équipes de France Télévisions et elles sont connues comme le loup blanc, soupire une source proche du dossier. Le tennis, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, l'Opening Week se poursuit porte d'Auteuil. Qualification et entraînement de stars. Le public a d'ailleurs pu suivre hier celui du triple tenant du titre, Novak Djokovic. Charles Bouchin. Dans les tribunes bien garnies du Philippe Chatrier, le public rugit dès l'entrée sur le court d'un seul homme. Assis à quelques mètres du court, Nicole ne s'attendait pas à voir son idole à l'entraînement en pleine semaine de qualification. C'est incroyable. Je n'y croyais pas aujourd'hui. Pour les jours d'ouverture, c'est la surprise, c'est le cadeau. Je suis devant un des plus grands champions de tennis. C'est fabuleux. À côté d'elle, sa sœur, tout aussi ravie, observe chaque déplacement du Serbe. D'avoir cette chance de le voir encore, c'est fabuleux. Puis en plus, à l'entraînement, c'est pas mal aussi. Il dévoile un petit peu peut-être son jeu et sa forme. Une forme physique analysée également par Raphaël et Maxime, admiratifs devant le jeu de Novak Djokovic. Très relâché, très détendu, la balle elle part très bien de la raquette des deux. Aucune faute. Les deux amis sont heureux d'avoir pris leur billet à un tarif abordable. Et c'est bien que les entraînements y soient sur le Châtrier parce que la semaine prochaine pour voir Djoko ça va être plus compliqué que là en entraînement. Pour 30 €, c'est vraiment incroyable, franchement on se régale quoi. Et pour continuer de profiter, les deux fans de tennis ont pris des places pour une autre journée de qualification. Charles Bouchin. Merci Fanny Marceau. Dans un instant sur Europe 1, Jean-Philippe Tanguy est l'invité de Laurence Ferrari. 7h, 9h.